Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Ce dimanche, c'est terminé la 15e journée du top 14 avec la victoire du Castres Olympique 25-17 face à Toulon. Ce dimanche soir, avec moi sur le plateau pour débriefer cette journée, Clément Labonne, Théophile Harley. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Vous allez bien. On avait un bon match. On a vu un beau match. Pour une fois, le dimanche soir, en général, c'est synonyme de match ignoble. Là, ça a été Ça beau. a joué. Bravo aux deux équipes. Ça a joué. On va y revenir. Tout d'abord, bien, comme d'habitude, le titre de une du Midi Olympique, la bonne fortune de Pau. Là aussi, on y reviendra un peu plus loin dans l'émission. Voilà, la section paloise, bien sûr, mise à l'honneur après sa victoire à Chamba-Delmas face à des Girondins privés d'internationaux français et qui le paient cher en ce moment. Voilà, les Girondins qui apprennent un peu pendant ces doublons. Voilà, la Pau a fait le match qu'il fallait et s'est imposé 20-10. Bravo à eux. Mais, messieurs, directement, le débrief. Castres, ça y est, il fallait qu'ils gagnent pour le top 6 et ils l'ont fait. C'est le plus important. Castres, 5e du top 14 après 15 journées. T'as mieux, bravo au CO et ça a joué en tout cas. Bah ouais, on a l'impression que la défaite qu'ils ont concédée face à Clermont à domicile, ça les a un peu resserrés. Donc ils avaient gagné à Pau de fort belle manière et là ils gagnent contre un concurrent direct au top 6. Toulon prend 0 points. Alors ils auront peut-être un léger regret de ne pas avoir pris le bonus offensif, les Castrés. Mais bon, globalement, je pense qu'ils auraient signé avant pour prendre les 4 points. Grosse domination physique, la deuxième ligne a été impériale. Nakarawa qui fait des passes après contact et Staniforce qui fait du Staniforce, c'est-à-dire qui rentre dans tout le monde. Donc un vrai bon match de rugby. Castres qui a joué de partout, donc ça régale. Et Toulon aussi. Et Toulon aussi. Mais bien moins apprécié en fait, les Toulonnais. On a eu un match qui a commencé avec une action de 3 minutes. Ouais, forcément, ça met dans l'ambiance. Voilà. Alors, je pense que les avars ont envie de tirer la langue, mais au final, ça s'est pas trop vu. Il a Chava genou au sol. Ça s'est pas tellement vu parce que les équipes ont continué de jouer et on fait plaisir à voir quand même parce que c'est que, on le sait, on l'a répété, même ce dimanche soir, Castres a souvent eu une image, une équipe qui jouait pas beaucoup, qui préférait les ballons portés aux belles passes vissées. Bien sûr, ça fait quelques mois que Castres a changé de visage, et là, ils l'ont encore une fois prouvé. Quand même. Comme il a dit, Nakarawa, ça joue après contact. La personne fidjienne, Botitou Kokaji, même si Botitou a eu quelques difficultés ce soir, mais ça a fait le boulot et ça fait plaisir à voir. Ouais, en fait, c'était pas du tout une opposition de style, finalement. C'était vraiment deux équipes qui étaient hyper ouvertes au jeu. Et donc, il y a eu quelques petites difficultés, parfois, dans la finition, qui ont fait que le match a mis du temps à se dessiner, finalement. Mais ça jouait dans tous les sens, c'était plaisant. On a même pensé à un moment donné que Toulon allait faire un petit hold-up en revenant. Ils reviennent à 4 points, je crois, à un moment donné dans le match. Et au final, c'est la meilleure équipe qui a gagné sur ce match-là. Castres a globalement été plus constant tout en la rencontre que Toulon. Et surtout que Castres reçoit l'Union Bordeaux-Bègles la semaine prochaine, privé toujours ses internationaux, et même, on peut aller plus loin, privé du coup de Maxime Lamotte aussi, appelé, on le rappelle, et qui devrait être le troisième talonneur contre l'Italie, au Pays de Galles, je vais un peu trop vite, contre l'Italie pour les Bleus, donc privé de Maxime Lamotte. Castres quand même, c'est encore une fois, bien sûr, prétendant au top 6, mais ça peut aller très très haut. Si dans les prochaines semaines tout se goupille bien, ça peut être un vrai prétendant au podium en tout cas. C'est ça. Vas-y. On s'est un peu inquiété pour eux quand il y a eu cette mauvaise passe entre en début d'année. Voilà, fin décembre, début janvier. Ça a été cette même passe, cette même période durant laquelle ils étaient en difficulté la saison dernière. Donc on s'est un peu inquiété. On s'est dit combien de temps ça va durer. Regarder plus souvent derrière que devant. Et en fait, en 2 matchs là, la dynamique elle est complètement différente. Et effectivement, avec ce match contre Bordeaux, ça laisse quelques belles perspectives. Et Castres fait partie de ces équipes qui peuvent capitaliser pendant les doublons parce que peu d'internationaux. Donc ouais, c'est une période de clé. On pensait que cette période-là allait être clé parce qu'ils étaient en difficulté. Et donc on se disait attention, faut pas chuter trop bas. Et au final, ça le devient un peu dans l'autre sens. Donc dynamique a bien changé. Il y a un homme aussi qui se révèle, alors se révéler oui et non, mais qui prend de l'épaisseur, c'est Louis Lebrun. Qui retrouvait, formé à Toulon, donc qui retrouvait son ancien club ce soir, qui a été énorme à Pau, là qui est énorme ce soir. Quelques pénalités manquées, mais bon voilà, on l'excuse après tout ce qu'il a fait. C'est un joueur qui peut s'installer dans le 15 de départ, en l'absence de Julien Dumora. Ça offre aussi une alternative au staff castré qui pourra peut-être à l'avenir faire souffler Dumora, mettre Poplin à l'arrière, ou même Lebrun qui peut jouer à l'arrière. Lebrun prend de l'épaisseur dans cet effectif et joue très bien.
Bah, c'est clair, quand Dumora s'est blessé contre l'SM, moi j'avais très peur pour le CO parce que Dumora, voilà, ça fait partie de ces joueurs cadres qui sont là depuis longtemps à Castres. C'est un peu les vieux briscards. Les vieux briscards, mais Mais aussi. il n'y avait pas Geoffrey catalyseur. Palis aussi. Eh oui, Exact. Qui performe surtout. Exact. Voilà, C'est contre ça. Toulon. Donc là, Louis Lebrun, il apporte cette fraîcheur, c'est aussi le symbole de ce casque qui a envie de jouer. Hein. En première mi-temps, Louis Lebrun fait 2 coups de pied qui sont décisifs. Le premier qui envoie Tukouvou dans son embut sur la mêlée, il y a essai. Ensuite, lui-même marque l'essai après un bowler de Kokadji. Et voilà, Poplin à l'arrière, on sent que voilà, lui c'est un artiste, hein, donc tu le mets à l'arrière, c'est sûr qu'il va vouloir relancer, essayer de passer les bras pour jouer après lui. Donc franchement, ils ont un bon alliage. Après, voilà, quand ils tomberont face à une équipe peut-être qui voudra davantage ferrailler, on verra s'ils sont taillés pour ce genre de match. Voilà, contre Bordeaux, je pense que ça doit être aussi bien ouvert. Mais non, en tout cas, c'est prometteur, parce que Louis Lebrun, il a fait un début de saison peut-être pas à la hauteur des attentes. On rappelle que Courdapieta est parti, et que, voilà, il y avait beaucoup d'attentes au poste de numéro 10, que Poplin a bien rempli. Oui. Mais je pense que Lebrun, tu me diras si je me trompe, mais pour moi, c'est peut-être son match référence. Hein, Oui, un des matchs références. En tout Lebrun. cas, ça fait plaisir de voir. Il est encore très jeune, international Oui, U20 il y a c'est ça. quelques années. Il avait même été capitaine des Bleuets, je crois, pendant un match du tournoi. Je ne me rappelle plus contre qui, mais il avait été capitaine de l'équipe de France de moins de 20 ans. Donc, il a un peu d'expérience pour son jeune âge. Et c'est vrai que le duo Lebrun-Poplin, c'est vrai que ce sont 2 joueurs qui se complètent plutôt bien et qui font du bien à la ligne arrière castraise. Ouais, parce que je trouve que Lebrun il joue relativement juste pour son âge, et donc effectivement avec Poplin qui est un artiste un peu plus feu follet, tout feu tout flamme, Lebrun il temporise, il tempère, je trouve, par rapport à Poplin, et donc effectivement c'est complémentaire. Et puis 10-15, avoir 2 joueurs qui peuvent jouer à l'ouverture sur cette colonne vertébrale 10-15, c'est vrai que c'est intéressant, et il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça, et ça marche plutôt bien. Un mot rapidement sur Toulon. Toulon, on a l'impression que les semaines, alors ils sont pas largués, ils sont 6e après cette 15e journée, Toulon, mais il manque toujours ce petit quelque chose pour être consistant dans une rencontre. Qu'est-ce qui leur manque au juste? Parce qu'il y a des petites bêtises, il y a des petits en avant, voilà, ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que Toulon, souvent, il y a quelques matchs, là, tu vois, ils perdent dans les dernières minutes contre l'UBB à domicile. Castres, ils y croient parce que tu l'as dit en début de seconde période, ils reviennent à 4 points, mais ça tient pas la distance, et au final ils repartent du Tarn avec 0 points en poche, et c'est encore une déception quand même pour le RCT. C'est ce que disait Esteban Abadi au micro de Canal, c'est qu'ils ont attendu d'être menés pour un peu se rebeller. C'est vrai que le début de match de Toulon, il est vraiment pas bon. Enfin, quand tu vas à Castres, ça fait partie de ces stades en France où tu sais que tu vas être accueilli en terre hostile, tu sais que tu vas être châtié, tu sais que, alors c'est peut-être inconscient, mais tu sais que peut-être l'arbitre sera pas de ton côté. Voilà, ça fait partie de ces places fortes du championnat. Et Abadi, il avait les mots justes. Hein. Alors lui, il a surnagé pour le goût. Je pense qu'il a renvoyé un beau message à Galtier. Mais oui, il leur manque je trouve comment dire. En fait, ils sont imprécis dans le jeu. Il y a des maladresses. Même l'essai qui marque. Au final, l'essai qui marque à la fin, c'est un en avant castré. Faïnganoukou, il tape au pied. Bon, voilà. Ils étaient passés proches de la correction contre La Rochelle à Mayol. Peut-être que c'était l'arbre qui cachait la forêt, cette victoire contre La Rochelle. Mais bon, comme tu le dis, ils sont pas largués. Et puis une saison, c'est tellement long que bon, à voir. Moi, j'ai l'impression que ça manque de cadre dans cette équipe. C'est un peu la conséquence de... Alors, c'est assez étonnant, parce que tu te dis qu'avec Bigard à l'ouverture, tu pourrais en avoir un de cadre, mais bon, c'est un peu l'ombre de lui-même depuis qu'il est arrivé. Mais c'est vrai qu'avec Nicolo, Faïnganoukou, etc., c'est des joueurs qui, individuellement, sont très très bons, mais ça manque de... Surtout quand t'as pas Olivon qui a une équipe de France, c'est ça. Serein surtout. Ça aide pas, voilà, Baptiste Serein qui a aussi en l'infirmerie, patron. ça aide pas. Et on voyait une image de Mignoni à la fin du match où il était un peu désabusé, etc. Et j'ai essayé de me projeter. Je me dis, tu dis quoi à tes joueurs après ce match? C'est-à-dire que c'est encore un match où voilà, il manque des petits trucs, etc. Et comme tu disais que les week-ends se ressemblaient, tu es là dans le vestiaire, tu dis bon, voilà, on a été imprécis, il faut qu'on arrive à régler ces détails, etc. etc. Et ça doit être assez particulier à gérer comme situation. Bon, en tout cas, les Toulonnais, 6e après 15 journées, et un match important la semaine prochaine, déplacement à Pau pour Toulon, qui enchaîne déplacement à Castres, qui était 7e avant cette journée, qui, s'ils gagnaient, leur passait devant. Et Pau, c'est pareil, Pau, 1 point derrière Toulon. Si Pau l'emporte au Hameau la semaine prochaine, Pau passera devant Toulon, et du coup, Toulon sortira naturellement du top 6.
On espère pour les Toulonnais qui retrouveront le goût de la victoire et les Palois qui enchaîneront. On va en parler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on va passer à l'ovation de la semaine et elle est pour Montpellier. Le MHR qui a gagné, qui a pris le bonus offensif sur la pelouse du Racing 92, c'est pas rien. Et les Montpelliérains ne sont plus derniers top 14. Jingle. Messieurs, ça va beaucoup mieux pour Montpellier. Voilà, Montpellier qui était au fond du trou il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois. Patrice Colazo est arrivé, Bernard Laporte est arrivé, Vincent Etcheto. Bon, il y a eu du monde qui est arrivé dans Les Avengers qui sont le arrivés. staff. Voilà, les Avengers sont arrivés. Et ça commence à payer parce que ce samedi, voilà, victoire avec le bonus offensif sur la pelouse du Racing 92. Un bonus offensif gagné à la dernière seconde avec un essai de Christopher-Éric Tolofoa, le dernier arrivant. Du coup, 13e, 3 points d'avance sur Oyonnax après cette 15e journée, un seul point de retard sur l'USAP, 12e, et 3 de retard sur Lyon, 11e. Les Montpelliérains ont retrouvé le sourire, on a l'impression que la machine est enfin lancée et que ça va gagner des matchs quand même cette fin de saison, et on ne les voit pas s'arrêter en si bon chemin en fait, les Montpelliérains. Bah oui, ils ont gagné 4 de leurs 6 derniers matchs, donc ça prouve déjà la bonne dynamique et le bon début de travail de Colazo et de ses hommes. Tout ça piloté par Bernie le Dingue, évidemment, Bernard Laporte. Non, mais moi contre le Racing, ils m'ont impressionné. Puis, même en première mi-temps, ils ont créé un écart que le Racing n'a jamais su surmonter. Ils ont mis des tubes, mais impressionnants en défense, notamment Auguste Cadeau qui était assez immense. Nouchi aussi a été très bon. Ils ont mis, je pense, à peu près chaque occasion qu'ils ont eu dans les 22 mètres du Racing. Et puis devant, ils les ont matraqués, quoi. Alors c'est terrible parce que le Racing, aura toujours cette réputation d'être très fort derrière, mais devant, c'est un peu léger. Et là, sur les Cédrenac, c'est pas possible. la mêlée montpelliéraine, il est concasse sur 10 mètres. Donc on utilise souvent l'expression match fondateur. Là, ça remplit toutes les cages d'un match pour la deuxième partie de saison. Là, franchement. Puis quand on voyait leur début de saison vraiment catastrophique, on avait du mal à imaginer que la situation reste comme elle l'était tout au long de la saison. Et tous les week-ends, on était là à se demander quand est-ce qu'ils vont se réveiller, parce que c'est impossible que ça reste avec toutes les individualités qu'ils ont. Oui. C'est impossible que ça reste comme ça. Et on avait plus souvent l'habitude d'en parler dans le jaune bunker que dans l'ovation. Et donc ce petit changement de rubrique, finalement, il est peut-être symbole du changement de dynamique. Et oui, voilà, 4 victoires sur les 6 derniers matchs, c'est pas un rythme de club qui veut se maintenir. Donc je pense qu'ils sont de nouveau, en tout cas, ils sont enfin au niveau auquel on les attendait. Surtout que le calendrier quand même de Montpellier, tu reçois Bayonne la semaine prochaine, c'est pas non plus l'Everest, ça manquait de respect Bayonnais. Aucune victoire extérieure cette année. À l'extérieur, c'est très compliqué. Samedi 15h, Montpellier-Bayonne, et ensuite tu vas au Oyonnax. Match charnière. Donc match charnière, et tu reçois l'UBB, à voir si l'UBB, le 9 mars, je pense que l'UBB sera encore en doublon. Ah oui, il sera encore en doublon, ce sera France-Angleterre. Le dernier. Ouais, le tournoi se finit mi-mars. Ok, donc peut-être France-Angleterre, on ne sait pas, je vais vérifier quand même. Mais c'est vrai que les prochaines semaines, tu peux vraiment engranger des points, et presque, on va pas aller trop vite en besogne, mais presque t'offrir une saison au final dans le ventre mou, où tu es tranquille, et tu as presque une Challenge Cup, où ça a très bien fonctionné. Jouer peut-être la Challenge Cup, ce serait quand même fou pour Montpellier il y a quelques mois, mais c'est la réalité. Comme il y a 3 ans en fait, ils peuvent faire exactement la même saison qu'il y a 3 ans. On rappelle qu'ils avaient fait une première partie de saison assez catastrophique. Et après, ils avaient gagné la Challenge Cup de formelle manière. Je crois que c'était contre Gloucester, si je me rappelle bien. La Challenge Cup ? Ouais. Leicester. Ah, Leicester. Bon, voilà. À Twickenham. Et non, mais voilà, ils peuvent typiquement faire ce genre de saison. Ils reçoivent l'Ulster en 8e, Challenge Cup. Pas cadeau, non. Je pense que c'est le pire tirage pour eux. Mais bon, voilà, cette victoire... il ne doit pas y avoir beaucoup de parieurs en France qui auraient mis bonus offensif pour même Montpellier pour Montpellier. Je pense. Honnêtement. Mais cette victoire, ça traduit aussi une nouvelle défaite pour le Racing après avoir déjà perdu contre Toulouse à la maison. Alors, ils avaient fait une première partie de saison sensationnelle où ils avaient pris tous les points qu'il fallait. Et là, après, en soi, on peut aussi parler de doublon. Alors, c'est pas pour leur trouver une excuse, mais on peut aussi parler de doublon pour le Racing qui n'a pas sa charnière. Le Garec Gibert, ils sont protégés. Voilà. Donc t'as pas Ficou, t'as pas surtout le Garec Gibert, parce que le Garec c'est le meilleur joueur du Racing depuis le début de la saison. Gibert, elle est pas loin de la première place aussi en termes de meilleur joueur du côté du Racing.
forcément. Après, Teder est pas mauvais depuis le début de la saison. Autant l'absence de Le Garec, le bail c'est un peu plus compliqué. Autant Teder Teder, il en fait le 10 boulot, depuis oui. le début de la saison, il a pas été si Il fait mauvais le que boulot, ça. mais Gilbert et Le Garec étaient tellement au-dessus de la mêlée que forcément tu ressens leurs absences. Et semaine prochaine, c'est le derby pour le Racing. Racing Stade Français, donc et c'est au Racing. C'est à la Paris La Défense Arena. Donc le Mais bon. ça va gagner. Oui, c'est vrai parce que Souvent, l'équipe Aïssan gagne toujours sur le derby parisien. Mais c'est vrai que c'est pas cadeau, quoi. C'était le dimanche à 21h. On le débriefera dans la prochaine troisième mi-temps. Avec grand plaisir. Messieurs, on va passer au Joan Bunker, qui désormais n'est plus pour Montpellier. Et non. Parce qu'il a souvent été, malheureusement, pour les Montpelliérains. Il est pour l'UBB cette semaine. L'UBB qui a perdu à domicile contre la section paloise. On en parle tout de suite. Voilà, l'UBB, après sa victoire à Toulon, qui avait impressionné, première victoire de son histoire à Toulon, ça n'a pas enchaîné contre la section paloise. Pire, ça a été, pas corrigé, je ne vais pas aller si loin, mais bon, une première mi-temps cauchemardesque pour les Bordelais-Béglés qui ont clairement manqué de réalisme. Et on est obligé de parler de doublons quand on parle de l'UBB en ce moment. Et ils apprennent aussi parce que cette équipe de l'UBB, on a l'impression qu'elle a changé de dimension cette saison, avec les arrivées de Penaud, l'éclosion de Louis Biarri, tout ça. Mais les doublons, au final, beaucoup d'absence et ça coûte cher, quoi. On a l'impression on est un peu bipolaire quand on parle de l'UBB parce que on a été dithyrambique à juste titre en début de saison parce qu'ils étaient impressionnants aussi bien en Champions Cup qu'en championnat. Parce que cette ligne de 3/4 roulait sur tout le monde et donc le prix à payer quand la ligne de 3/4, qui plus est lorsqu'elle est composée quasiment que de Français, enfin même que de Français, le prix à payer c'est qu'ils vont partir pendant les doublons pendant le tournoi. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de vivre, même si les années précédentes ils avaient déjà Moefana, ils avaient déjà Lucu, voilà, tout ça. Et en fait bipolaire aussi parce que la semaine dernière on se disait ah ouais, l'UBB cette année enfin ils arrivent à avoir une profondeur d'effectifs qui leur permettent d'être compétitifs, même quand ils font tourner, même pendant la Champions Cup ils laissaient la moitié des cadres au repos, etc., et ça continue de rouler. Et là premier gros stop, je pense, parce que perdre à Pau contre Pau à domicile c'est pas joli et encore plus dans ces conditions-là, quoi. Comment le match s'est déroulé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est juste un accident, Clément, clairement. que l'UBB va se relever, ou ça peut être prochaine semaine, il va falloir s'accrocher, ça les internationaux, surtout quand il y a un déplacement à Castres qui se profile, il va falloir resserrer les rangs, quoi. Ouais, donc pour moi c'est clairement un accident. Ils ont fait un match sans. Ça arrive à toutes les équipes. On voit Madoche Tamboué est tout proche de marquer un essai, il fait en avant. Ouberti, pareil, fait un en avant alors qu'il est à 2 mètres de l'embut. Rien n'allait, je pense, dans ce match. Ils ont quasiment pris le même essai qu'ils avaient pris contre le Stade Français lorsque Matteo Garcia envoie une grande sautée qui finit dans les bras de Ezeala et finalement Pau marque. Voilà, rien n'allait. Est-ce que ça va les plomber pour le reste de la saison? Je crois pas. Je pense pas qu'ils iront gagner à Castres, mais ils vont se relever. Il y a trop de talent encore dans cette équipe. Il y a les Tatafou, les Tamboué, Gazzotti qui a fait un match énorme. un peu avec les Bleus. Tameifuna, voilà, qui a pas non plus été aussi impérial que d'habitude. Donc ils se sont loupés, clairement. Je pense que tout le monde le sait. Hein. Mais faut pas oublier, ils ont gagné à Toulon, comme tu as dit. Ils ont aussi gagné à Clermont juste avant le début de l'année. Oui, puis ils se sont offert le luxe d'avoir un peu de marge. Pardon, ils se sont donc, toi tu parles, mais quand les autres parlent, tu leur coupes la parole en tout ça. Ils se sont offert le luxe d'avoir un peu de marge dans ce top 6, donc ils peuvent voir un peu venir. Je pense que les internationaux, quand ils seront de retour, quoi qu'il se passe presque pendant ce tournoi, ils vont revenir plein de confiance parce qu'ils savent qu'en club, la ligne de 3/4, on l'a très très bien vendu depuis le début de la saison. Et donc non, oui, effectivement, je pense que c'est un accident. Même s'ils perdent la semaine prochaine à Castres, il n'y a pas le feu dans la maison non plus. Donc oui, je me fais pas trop de soucis. Effectivement, il mérite ce jaune bunker parce que c'est moche de perdre dans ces conditions-là contre Pau, mais je suis pas plus inquiet que ça. Ça restera un jaune selon moi. Ils étaient co-leaders avant la journée. Oui, ils étaient co-leaders, ils sont encore sur le podium. Voilà.
il y a un petit commentaire d'Alexandre qui parle de Tanivili. Un petit mot parce que c'était quand même des matchs. Il était titulaire parce que Bentapo il s'est blessé. Il a fait une bonne entrée à Toulon. Il n'a pas réussi lui non plus à confirmer, quoi. C'est un peu difficile pour un tel espoir du rugby français. On aurait aimé quand même, faut le dire, le voir faire un gros match parce qu'on sait que le talent est là, quoi. Toi qui suis Clermont, Clément, qui l'a connu à Clermont, qui a Oui. explosé un peu à Clermont. Et c'est un peu ça le problème, on sait que le talent est là, mais le problème avec ce genre de, La avec régularité. ce genre de joueur, c'est la régularité. Exactement. Et de toute façon, au vu du recrutement qu'a fait Bordeaux ces 2 dernières saisons, enfin aujourd'hui, il est 5e, je pense, voire 6e dans les hiérarchies. Au tout début de saison, il n'a pas du tout joué. Alors, il avait été pris sous les ordres de Christophe Furios les dernières, qui d'abord lui avait fait confiance, mais après, il a vite été dépassé par De Porter, par Dubier, voilà, par des joueurs comme ça. Est-ce que Bordeaux est le club pour lui aujourd'hui? J'en suis pas pleinement convaincu. Je pense que, tu vois, à l'instar, par exemple, d'un Samuel Ezeala qui est parti à Pau, où vraiment il y a un projet vraiment tourné vers les jeunes avec des... Oui. On sent que c'est un club, comment dire... Construit les joueurs. Qui en fait. construit. Et puis le fait que ce soit dans une plus petite ville, c'est peut-être plus propice, voilà, à ce que les joueurs s'y sentent bien. Et Zala, depuis qu'il est à Pau, franchement, il performe, et tant mieux pour lui. Pardon. Décidément. Vas-y, mais tous pour un bon coup, on va prendre être tranquille. Mais pour revenir à Tanivili, c'est frustrant parce que, comme tu le disais, c'est tout premier match avec Clermont. C'était un profil un peu à la Moala bis, quoi. C'est-à-dire qu'il tambourinait la défense adverse, il y avait des mains, il courait vite. Alors je dis pas qu'il est perdu pour le rugby, attention, hein, là on dirait que je suis en train de l'assassiner. Mais il va falloir qu'il s'y remette à fond, vraiment à fond, parce que... Je suis assez d'accord sur le fait que ce soit pas plus forcément, en tout cas, le bon club pour lui, parce que c'est un 2001, je crois. Donc il doit avoir 22 ans. Il doit avoir 22 ans aujourd'hui. Et donc on n'est plus à un âge. Il a explosé très très jeune, mais on n'est plus à un âge où c'est un 2000. 31 octobre 2000. Voilà, Et à donc- Brive. Donc oui, c'est vrai, il est formé à Brive. Des petites infos. Chippé par la SM à Brive, C'est exactement comme Penaud. comme beaucoup. Et enfin, bref, il a besoin de jouer. On n'est plus à un âge où on apprend à l'entraînement en côtoyant les très bons joueurs, etc. Les mecs qui sont devant lui dans la hiérarchie aujourd'hui sont plus jeunes que lui. Donc il faut qu'il trouve un club dans lequel il a un statut de au moins 2 ou 3e centre, mais qu'il joue très régulièrement pour progresser. Ok, messieurs, on va passer du coup au 15 de la semaine. Comme d'habitude, midi olympique, le 15 midi olympique. On en parle tout de suite. Jingle. Et on commence ce 15 de la semaine. Alors comme d'habitude, on va s'arrêter sur 3 joueurs. En particulier, ils sont 15, bien évidemment, dans le 15 midi olympique. Mathieu Irigoyen, le 3e ligne du Stade français. Le Stade français qui s'est imposé avec le bonus offensif contre Perpignan. Ça a été difficile, mais ils ont pris les 5 points quand même, les Parisiens, ce petit point en plus pourra compter parce que du coup, ils comptent dès ce week-end. Parce que du coup, ils ont conservé leur première place. Ex-aequo avec le Stade Toulousain, mais vu qu'ils ont gagné Toulouse à Jeanbouin, ils sont premiers. Messieurs, Mathieu Irigoyen, on peut le comparer un peu à Esteban Abadi dans le style de jeu. Esteban Abadi a gagné sa place dans le groupe France. Pour l'instant, on espère qu'il va y rester le plus longtemps possible. Mais Mathieu Irigoyen, c'est un peu pareil. Il est régulier et on se dit qu'à force, il va pas être loin de l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Il a plus son casque rouge, comme avant, l'ancien Biarro, mais contre Perpignan, franchement, il a été au rendez-vous, surtout en attaque, où ses prises de balles ont vraiment favorisé le jeu du Stade français. Il a mis tout le temps ses coéquipiers dans l'avancée. En touche, de toute façon, ça fait partie de l'une des tours de contrôle du Stade français. Ah bah oui. Pardon, c'est terrible. Et bois. Et en défense... Tu veux de l'eau? Non, c'est bon, c'est rare. Non, mais prends de l'eau quand Non, même. Mais tu dis ça et c'est pour tousser dans 10 minutes. Je suis pas un petit mec. Oui, bah non, je pensais ça aussi à 5 minutes, t'as toussé 3 fois depuis. Donc même moi, je commence à avoir des doutes. Ça fait partie du jeu, c'est les aléas du direct. Oui, Mais, après, la pastille, elle est morte là. Mais si, regarde. Je veux pas aller trop loin, mais. Non, mais voilà, Irigoyen, ça fait partie de ces... Alors, on peut dire que c'est un soldat du Stade français, mais il apporte tellement offensivement, enfin, c'est limite un autre 3/4, quoi. Enfin, voilà, il a mis son essai, donc c'est un des joueurs, franchement, dans le pack du Stade français, moi, que j'adore et qui me fait kiffer. Et puis c'est le genre de joueur qui nous permet de penser qu'on a encore pas mal de réservoirs au poste de 3e ligne en France.
parce qu'on parlait d'Abadi justement, et donc lui, c'est peut-être encore un peu tôt parce qu'effectivement il y a une concurrence énorme à ce poste-là, mais donc il y a encore un peu le temps de voir venir. Et je trouve que c'est un troisième ligne, elle, un peu à l'ancienne, aérien. Sécateur aussi, qui- un côté gros bah, plaqueur. Gros plaqueur, très bas, etc. Qui effectivement se fait remarquer en attaque. Et qui devient plus qu'un un avant, un huitième, trois quarts presque. Et le Stade Français aime bien ces joueurs-là parce que Macalou c'est un peu le même profil. Oui. Enfin, toute proportion gardée, mais Puissant. voilà. Et c'est vrai que Mathieu Irigoyen, sans tousser, je vais essayer. Au Pays Basque, on dit Mathieu Irigoyen. Irigoyen. Alors, on t'a incendié dans les commentaires pour dire qu'il fallait dire Ah non, du tout, Irigoyen. du tout. C'est ta culture Non, personnelle si qui j'étais nous... taquin, je dirais qu'Alexandre, il a dit parce qu'il a mis 2 R. Aïe, aïe, R, aïe. du coup, peut-être que Ah, lui ouais. dit Irigoyen. Irigoyen. Et normalement, c'est que R. Mais c'est vrai Il que y a Mathieu des Irigoyen Biarritz. enchaîne. Et je voulais regarder le nombre de matchs parce que je pense, je sais, j'ai pas un souvenir où il est sur le banc en fait. Même dans les matchs, tu sais, où il faut un peu tourner en Champions Cup. On sait que c'est pas non plus ça français, c'est pas l'équipe qui joue le plus à la Champions Cup. Et j'ai l'impression qu'il joue tout le temps. Et il est déjà à 18 matchs cette année. Il y a eu C'est 15 journées de énorme. top 14 et 4 journées de Champions Cup. Ouais, il a c'est- pas loupé beaucoup de Ah, matchs, c'est notre ami. immense. Il a loupé la J11. Alors, je sais pas où c'était la J11, mais il a loupé que la J11. Pragmatique. Ouais, c'est un truc de fou. Ce qu'on appelle un homme important dans le dispositif de, Ouais. de Laurent Invité, Karim Ghezal. Genre, Messieurs, toujours indispensable. vas-y. Ok. Parce qu'il y a Ashraf qui me parle, qui me donne les stats de Mathieu Irigoyen à Ah, l'oreille. Ah, bravo, bravo. Mais on va passer, messieurs, à Samuel Ezeala. T'en as parlé d'ailleurs. Tu vois, t'as un petit Transition. truc. Je Ah, tousse, mais je fais les transitions. Voilà. Finalement, Je sais pas ce que je préfère. clair obscur. Ouais, que tu tousses pas et au Et pire que tu fasses fasses pas de transition. C'est pas grave, je me débrouille. Focus Je sur, me débrouille, sur mais vraiment la reste respiration. concentré. Messieurs, Samuel Ezeala, un peu l'occasion de parler de la section paloise. On a parlé de Bordeaux, mais en face, il y a quand même une section paloise avec un Samuel Ezeala opportuniste qui a fait l'interception au bon moment quand il fallait, qui a relevé la tête, 4 défaites de suite, notamment une défaite qui faisait énormément de tâches, qui avait plus de 40 points encaissés contre Castres au Hameau lors de la dernière journée. Et là, ils vont gagner, certes, chez une UBB diminuée, c'est internationaux, mais quand même, il faut le faire. Et c'est un bon match pour relever la tête et déjà intégrer le top 6. Et du coup, se redonner une bonne bouffée d'oxygène. Ouais, ils ont rattrapé leur bêtise de la semaine dernière. C'est dommage de gagner à l'extérieur en ayant perdu à domicile la semaine précédente parce que tu perds un peu ce côté victoire bonus un Oui. peu inattendu, voilà. Mais hyper opportuniste, exactement à l'image de l'essai des Eala. Lui, pour le coup, c'est vraiment le pari gagnant. Le bon choix de carrière au bon moment. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il commençait un peu à avoir du mal à revenir au niveau auquel on l'espérait, un peu à l'image de Tanivili, qui était très très fort, très jeune, mis tôt sur le devant de la scène et qui ensuite a été un peu gêné par les pépins physiques à répétition. Et donc là, voilà, il a retrouvé énormément de confiance dans un effectif, dans une ville dans laquelle il a l'air de bien se sentir, même s'il y restera pas toute sa vie, si on a bien compris. Ça fonctionne tellement bien qu'il y a des sirènes qui chantent pas loin de la capitale, Avec Mathieu C'est ça. Irigoyen, et du coup. avec C'est Mathieu ça. Irigoyen. C'est Donc ça, ils vont se retrouver. Enfin, bon. Mais non, mais sinon, en tout cas, ouais, vraiment, Ezeala, il a été à Limoges de Pau sur ce match et ils ont fait un très très bon début de match. Et ensuite, Bordeaux, parce qu'ils ont été imprécis et parce que Pau les a rendus imprécis, n'ont jamais réussi à combler ce déficit. Ouais, non, c'est ça. Et Zéala, franchement, il fait une très bonne saison. Alors, c'est vrai que son départ en a surpris plus d'un. Notamment la Bon, section ça, paloise de c'est- la première. Ouais, il je me semble. pense. Mais ouais, après, il avait signé, je crois, 1+1. Après, quand t'as les sirènes d'un club du top 6 qui t'appellent, est-ce que t'es pas happé juste après avoir quitté Clermont? Non, mais est-ce que Pau n'est pas devenu un club prétendant au top 6 Ben, Je il sais faut- pas. En fait, avec ces performances-là, Pau prouve que c'est pas une surprise. Parce que tu pourrais te dire, ça y est, 4 défaites de suite, déplacement à Bordeaux, ça va être compliqué. Tu te dis, Pau va rentrer dans le rang et puis voilà, terminer 9, 10e, comme un peu chaque saison. Mais avec des victoires comme ça, au bout d'un moment, ils vont vraiment être à la lutte jusqu'à la fin et ils le méritent. Donc tu vois, le Stade Français, oui, ils sont premiers aujourd'hui. Donc voilà, mais tu as quand même le truc de te dire, Pau, c'est devenu une équipe vraiment qui peut prétendre au top 6.
Ouais, ils sont Voilà. plus Et réguliers. si t'es titulaire dans réguliers cette qu'avant. équipe-là, tu peux quand même prendre du plaisir. Oui, mais après, il y a prétendant. Enfin, le plafond de verre Il y aujourd'hui. a prétendant régulier, peut-être Voilà, t'as le risque de le la plafond saison de en verre, trompe-l'œil. C'est ça, comme Bayonne l'année dernière un peu. Oui, c'est ça. On sait que, alors effectivement, ils peuvent espérer se pérenniser un peu dans ces standings-là et jouer le top 6 tous les ans, ou en tout cas pas être loin, regarder plus souvent devant que derrière par rapport aux dernières saisons. Mais il y a un plafond de verre qui fait que si tu veux avancer dans ta carrière, je trouve pas ça illogique de profiter de cette bonne forme et de cette hype autour de lui, parce qu'il fait un très bon début de saison, enfin une très bonne saison pour le moment à Pau, et d'essayer d'aller chercher plus haut. Messieurs, on va passer au troisième homme, centre, qui avait bien connu le top 14 avec l'Union Bordeaux-Bègles, qui le redécouvre avec Lyon, qui a eu du mal à se lancer, embêté par les blessures, tout ça. Il y a eu la Coupe du Monde aussi, il a joué à la Coupe du Monde avec les Fidji. C'est Semir Adradra qui prouve que à 100%, c'est un des meilleurs joueurs du monde. En tout cas, un des meilleurs centres du monde. Et c'est La Rochelle qui en a fait les frais, parce que le Fidji a été énorme contre les Rochelais et un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur lyonnais face au club maritime. Et à la fin, ça fait une victoire pour Lyon importante. Mais Semir Adradra, c'est le facteur X que tout le monde veut dans son équipe. Bah, de toute façon, quand ce genre d'animal commence à prendre les espaces, qui prend la vitesse, qui est capable de faire des offloads pour envoyer Couillou notamment à l'essai en première période, ouais, c'est un mec très dur à arrêter. À Bordeaux, il était énorme, à Toulon, il était énorme. C'est vrai que quand il est parti en Angleterre, il a eu beaucoup de pépins physiques, donc il a été pas mal perturbé. C'était plus vraiment le Radradra qu'on avait connu en France. Personnellement, j'avais beaucoup de doutes à son arrivée à Lyon. Faut pas oublier qu'il est censé remplacer Tuisova, qui lui a fait une saison absolument monstrueuse. Et lui, pour le coup, le Racing, je pense, doit bien le manquer aussi en ce moment. Mais ouais, Radradra, je pense, que ça a sorti son premier vrai gros match avec Lyon. Ça arrive au meilleur des moments, donc rien à dire. Performance majuscule. Ouais, quand il est à ce niveau-là, c'est vrai que tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Lui retrouve le top 14, et je pense que les défenses de top 14 sont pas ravis de le retrouver. Ouais. Les défenses, je le refais pour le montage de la pastille. Vas-y, refais. Les défenses de top 4 les défenses de top 14 sont pas donc ravis de le retrouver, parce que à ce niveau-là, aussi bien en point d'ancrage que pour faire jeu derrière lui, et c'est le plus de ces joueurs sursolides et qui ont des mains comme beaucoup de Fidjiens, mais t'es obligé d'être à plusieurs pour le plaquer. Il arrive quand même à sortir les bras, et donc ça fait des différences immenses. Je me suis permis de prendre quelques notes. Tu les avais aussi? Opta, Mais je te laisse l'honneur. Opta Franco. Je l'ai sur l'ordi, tu as cette affiche, je te laisse l'honneur de Non, mais voilà. il a juste parcouru Tu es allé sur la grande mêlée évidemment. Je suppose, voilà, la grande mêlée, la référence. Il a juste parcouru 129 mètres avec le ballon. Ah, Sur un match, pas mal. sur un match de rugby, c'est pas si mal. Et j'ai 12 défenseurs battus, ce qui est pareil, immense. Enfin, il a quand même quasiment battu une fois chaque joueur de l'équipe adverse. Donc En 17 courses, c'est encore plus impressionnant. en 17 courses, 12 défenseurs battus. Franchissement, bon. Puis il y a les défenseurs qu'il a pas battus, mais qu'il a fait, les lignes de défense Oui, qu'il a fait il recule breaker. jamais à l'impact. Qu'il a fait breaker. C'est-à-dire que parce même les plaquages complétés, il a pu faire la passe avant. Quoi. Oui, et C'est- voilà. Et Radradra, à ce niveau-là, c'est trop fort. C'est trop fort. Et il y a Axe Tyrell dans le chat qui nous dit voilà un centre dont on aurait bien besoin en équipe de France. On va pas naturaliser tout le monde non plus. Oula. On laisse ça aux Écossais. Ça vous va Tu t'engages là. Ah non, Non, c'est des stats. Je constate, il y a c'est 12 ça. mecs qui naturalisent sur 15, j'y peux rien. J'ai rien contre les Écossais, ça reste une des nations qui naturalise le plus. Ont-ils raison? Peut-être, puisqu'ils ont passé un cap depuis, mais voilà. En tout cas, Semir Adradra, c'est vrai, fait énormément de bien à Lyon, et s'il peut enchaîner, on va en parler quelques fois, surtout avec des stats comme ça sur la grande mêlée. Messieurs, la grande mêlée, MVP la grande mêlée, on en parle tout de suite, il joue neuf, il joue à Toulouse, c'est Antoine, non, c'est Paul Garou. Oui, voilà, j'ai les félicitations de Théophile, je suis pas un peu fier. Non, mais voilà, MVP Paul Graou. On avait la chance en plus d'être à les tribunes Ernest Vallon. Théophile, on était à côté, on a regardé ce match. On a arrêté de compter les essais à la 20e minute à peu près. C'est toi qui faisais la feuille de match. Oui, oui. Tu devais être. J'ai du Tu boulot. t'es pas ennuyé. J'ai du boulot. Non, mais Paul Graou, messieurs, 4 essais, 4 défenseurs battus, 4 plaquages, 12 courses. Voilà, le visuel, vous l'avez sous votre écran. C'est exceptionnel. C'était du roi rugby. C'était du super rugby. S'il y avait bien un match sur lequel on pouvait mettre un quadruplé, je pense cette saison, Ah, c'était celui-là. voilà, il y a eu des essais partout. Oyonnax a mis 5 essais, c'est pas rien non plus, mettre 5 essais à Toulouse, Ernest Vallon. Toulouse en a mis 9, notamment 4 de Graou.
on a beaucoup parlé des internationaux. Il y a un demi-mêlée toulousain qui est parti, qui est actuellement à Vancouver avec l'équipe de France de rugby à 7. C'est Antoine Dupont qui va manquer pendant plusieurs semaines. C'est le bon moment pour des matchs comme ça. Alors, on espère que c'est pas un exploit et qu'il va enchaîner Paul Graou, mais c'est vrai qu'il est voué à être titulaire à la mêlée lors des prochaines semaines du Stade Toulousain, Théophile. Et la confiance, là, on peut difficilement faire mieux. Ouais, mais en fait, il est destiné à être titulaire, mais derrière, Germain, il a eu cette blessure qu'il a un peu stoppée, mais je le trouve vraiment performant à chaque fois qu'il joue. Il a une espèce de créativité, une audace qui est vraiment intéressante. Et donc, Paul Graou, il n'était pas dans un fauteuil non plus à ce poste de numéro 9, enfin numéro 2 dans la hiérarchie. Et là, effectivement, il fait un match parfait. Bon, bah là, quand il y a des après-midi comme ça où il y a autant de jeux, autant d'essais et que tout fonctionne pour toi, bon, bah, c'est dans ces conditions-là que tu peux mettre un quadruplé. Ça arrive pas si souvent que ça. Et le Stade Toulousain a fait la moitié du taf, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, quand on regarde la première moitié du score, on se dit, bon, le Stade Toulousain, énorme, 61 points. Et quand on regarde la deuxième partie du score, 34 points à domicile contre Oyonnax et cet Oyonnax-là. Sans quelques cadres. Sans quelques cadres qui je pense que voilà, avant ce match-là, dans le discours dans le vestiaire, c'est juste faut faire preuve de fierté, machin, on peut pas être ridicule, etc. etc. Les mecs, ils s'attendaient pas, quand bien même ils en prennent 60, ils s'attendaient pas à marquer 34 points à Toulouse. Et je trouve que prendre autant de points à domicile, surtout sur des essais où c'est des vrais errements défensifs, des combinaisons qui fonctionnent tableau noir, même dans ses rêves les plus fous, ils n'espéraient pas les planter comme ça et qu'ils fonctionnent aussi bien. Et puis aussi sur des séquences plus longues de pilonnage devant la ligne où tu n'arrives pas à défendre Oyonnax sur ta ligne quand t'es le Stade Toulousain, quoi. Donc doublon, pas doublon, pour le coup, ça, le Stade Toulousain, ils sont habitués à vivre avec cette période-là. Et j'ai trouvé que défensivement, c'était très inquiétant. Et statistique de plus pour Paul Graou, il a mis un doublé à l'aller contre Oyonnax. Donc c'est 6 essais en 2 matchs. Donc c'est vraiment l'équipe, si Graou jouait Oyonnax tous les week-ends, ça ferait mal quand même. Je vais regarder combien il a mis d'essais cette année, parce que j'ai pas souvenir, je sais pas. Il a 6 essais. Il a marqué que contre Oyonnax. C'est énorme. 6 essais apparemment, d'après la grande mêlée. Et je pense que c'est ça. C'est super fiable. Parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse. On croyait même qu'il avait jamais marqué de doublé en pro. Il a dit si, cette année, au match aller contre Oyonnax. C'est immense. Donc voilà. 6 essais cette saison, 6 essais contre Oyonnax. Donc là, accrochez-vous, si c'était Oyonnax pendant 20 matchs. Si c'était Oyonnax tous les week-ends, il serait en équipe de France. Il serait en équipe de large. Non, mais c'est vrai que pour venir sur lui, c'est voilà, passer après Antoine Dupont, c'est toujours difficile. Tu peux faire un bon match. Quand tu passes après un mec qui fait toujours un très bon match, t'es critiqué presque gratuitement. Donc c'est bien aussi de faire taire un peu les critiques et de s'offrir un petit bol d'air pour les prochaines semaines, même si Paul Graou est un très bon joueur. Il n'aura pas la prétention, je pense, de dire qu'il a le niveau d'Antoine Dupont. Donc voilà, c'est bien pour lui, quoi. Bah, c'est clair, il a, à mon avis, souvent été critiqué. Voilà, ce qui est terrible pour lui, c'est que c'est un grand ami d'Antoine Dupont et qu'encore dans le documentaire Canal, il était un peu catégorisé comme ça, quoi. Et je pense que voilà, lui aussi, il a prouvé que c'était plus que l'ami du numéro 9 titulaire. Voilà, ce quadruplé, bon, il y a un essai, il se le fait tout seul avec ce petit rasant parfaitement joué. Il y a clairement une place à prendre derrière Dupont. C'est vrai que depuis le départ de Sébastien Bézi, on s'interroge souvent sur qui mettre derrière Dupont. Tu parlais de Germain. Il y a Arthur Retière aussi qui peut jouer. Donc voilà, en tout cas là, il a posé les bases d'un vrai gros match. On peut difficilement faire mieux, je pense. Il aurait fallu qu'il mette 5 essais. Bon. Puis il a quand même une petite pression parce que sur les matchs importants, il y a une place sur le banc à aller chercher. Germain est polyvalent 9-10. S'il n'est pas hyper souverain et qu'il ne s'impose pas en tant que numéro 2 officiel dans la hiérarchie, il n'est pas garanti que... Parce que Graou fait que... Alors il peut jouer 10, mais il fait que demi-mêlée, alors que Germain a cet avantage. C'est ça. Et donc quand ça se resserre et quand il faut vraiment faire des choix, la polyvalence, on sait que c'est important et Mola y est très attaché. Et donc lui, s'il veut espérer avoir une place sur les feuilles de match dans les matchs qui compteront en fin de saison, il faut qu'il soit très performant. Et je te rejoins un peu, Clément, sur le fait que ce soit un pote de Dupont. Ça l'a pas forcément servi
dans le sens où il peut vite être qualifié de pistonné parce qu'il est là que parce que c'est le pote de Dupont et on veut rassembler les copains avec Jelon, etc. Donc il doit quand même assumer derrière, ça doit pas être si évident que ça. Ouais, il y a aussi Axel Tirael qui dit voilà, il s'entraîne quand même avec Dupont et quand tu es proche de Dupont, quand même, tu dois avoir des conseils, tout ça, c'est quand même mieux. Peut-être pour progresser, et c'est vrai que je vérifie aussi ce qui me semble que l'année dernière, tu vois, tu disais place à prendre, tu vois, Graou il joue pas la phase finale, tu vois. Il joue la J25 titulaire à Perpignan, mais après à partir de là il joue plus de la Parce qu'il saison. y avait Retière qui pouvait dépasser. Voilà, et Retière il fait 9 ailiers. Il fait 9 ailiers et derrière, quand t'as les monstres Ramos qui fait 15-10, voilà, t'as Tama qui fait 10-12, Malia qui fait tout, qui fait 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, et Malia qui fait, à part le 9, il fait tout après. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué de prendre une place. Et du coup, c'est vrai que Paul Graou, il a fait le match qu'il fallait. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire, en tout cas, quadruplé. Là, il s'est vraiment régalé. Parce que les essais qui marquent aussi, il y a beaucoup de. Ah, il y a de il joue vite, l'instinct, il joue vite une pénalité sur 2 pendant le match. Premier, déjà. Le premier, certes, le franchissement est fait, mais le crochet intérieur, il n'y a pas de. Après, le dernier, il est filou. Il a été joué vite. Ouais, mais voilà. Il y en a un peu de besogneux, Raderec, il a tout fait. Franchement, la palette là, il a fait le pied, le filou. Il avait le sourire en conférence de presse. Il savait qu'il avait. S'il l'a pas là, il l'a jamais. Voilà. Mais voilà, Paul Graou qui va enchaîner, on pense, à la mêlée toulousaine ces prochaines semaines. Messieurs, on va passer à la dernière partie de cette émission, c'est Yeux Bleus. On va parler de la compo probable des Bleus face à l'Italie. Les Bleus jouent l'Italie dimanche prochain à Lille à 16h. On en parle tout de suite. Messieurs, ce dimanche, voilà, journée de midi olympique, on fait le travail, composition probable des Bleus. On y apprend que, on va utiliser le conditionnel, parce que la composition sera annoncée que vendredi. Mais Esteban Abadi, vous le voyez, qui jouait contre Castres ce dimanche, qui a été très bon, on l'a dit Clément, se dirigerait vers une première sélection, ou en tout cas une première apparition sur une feuille de match, n'allons pas trop vite, en tant que remplaçant, avec du coup la blessure de Grégory Aldrit, ça lui offrirait une place sur le banc avec Paul Boudéan qui passerait en troisième ligne. Est-ce que c'est surprenant? Parce que, on va aller même plus loin, Posolo Tulagi sortirait des 23 avec le retour de Romain Taufinois. Qu'est-ce qui vous surprendrait le plus? Est-ce qu'on comprend aussi ses choix? Moi, je trouve que. Alors, Posolo Tulagi, il a fait deux bonnes entrées, ou très bonnes entrées, donc il était hyper performant. Mais je trouve que Galtier, en fait, finalement, est assez cohérent par rapport à ce qu'il dit de Romain Taufinois sur le fait que c'est un des meilleurs finisseurs au monde. Enfin, voilà. Donc, c'est assez cohérent. Ça montre aussi à Tulagi qu'il faut en faire un peu plus pour mériter sa place sur une feuille de match avec le 15 de France. Tao, il est là, il a son expérience, tu le sors de sa retraite internationale comme Antonio. Ça aurait été un peu dur de le faire passer hors feuille de match parce que tu as un ovni de 19 ans qui fait deux énormes entrées. Je trouve ça assez cohérent, ça me surprend pas tant que ça. Est-ce que c'est pas trop dur quand même pour Tulagi? Non. Si jamais c'est l'apprentissage. Bah oui. Mais t'apprends quoi sur le banc en tant que réserviste? Non, mais parce qu'en fait, au début, il faut pas oublier aussi qu'au début, quand Tulagi arrive dans le groupe, quand il est appelé, on dit tous que. Non, mais je suis d'accord, mais il y a plein de joueurs comme ça. Jaminet, quand il est arrivé, tu vois, il y a eu des joueurs qui sont arrivés à cause ou grâce, on va dire à cause, parce que c'est toujours triste, une blessure, qui ont saisi l'opportunité et qui n'ont plus bougé. Oui, mais après, il est jeune, Tao, il est vieux aussi, donc la transition, elle va se faire assez naturellement. Nous, encore une fois, quand on voit Tulagi arriver dans le groupe, c'est une surprise, et on se dit, c'est cool, il va pouvoir un peu se frotter au très très haut niveau, il va apprendre auprès des joueurs de l'équipe de France qui sont là depuis plusieurs années, et progresser comme ça, pareil, dans la circulation, physiquement, voir un peu aussi ce qui se fait ailleurs qu'à Perpignan. Et donc, on était déjà très contents pour lui, et très contents, nous aussi, de savoir qu'à cet âge-là, il va pouvoir s'aguerrir déjà avec le groupe France. Ensuite, il profite effectivement des blessures et de l'infection de Tao. Pour faire de bonnes entrées, c'est très bien, ça lui donne de l'expérience, etc. Mais Tao, tu peux pas. C'est plus dur, je trouve, pour Tao de le faire sortir de sa retraite. Le gars, il a une infection à la jambe, il rate 2 matchs, et ensuite tu le remets plus, que de faire comprendre à Tulagi. Bon, voilà, t'as répondu présent, c'est super, machin, mais il faut poursuivre les efforts et il faut les répéter pour s'installer. Esteban Abadi, s'il rentre dans les 23, si ça vient à se confirmer, c'est surtout pour régler les potentiels problèmes en touche. Parce que tu aurais dans la composition probable
Roumat et Abadi. Roumat qui est considéré un peu comme un 4 par le staff, qui rentrait en position numéro 4 contre l'Écosse. Tu as quand même 2 mecs sur le banc que si ça se passe pas très bien en touche, ils peuvent quand même te faire énormément de bien à partir de la 50e s'ils rentrent. Bah, clairement, il y a ce côté de la touche, évidemment, où pareil, un garçon comme Cameron Hockey devra aussi monter en gamme. Mais il y a aussi l'aspect d'avoir aussi besoin d'un troisième ligne qui court, qui a des mains, qui plaque sans relâche et qui s'y file des deux côtés du terrain. Et là, vu le match que vient de sortir Abadi contre Castres, ça va être difficile pour Galtier de lui dire pourquoi il va pas être dans le groupe. Surtout face à une nation comme l'Italie. Alors, on va pas être dans le monde des bisounours, mais voilà, l'Italie c'est moins fort que l'Écosse, c'est moins fort que l'Irlande, c'est moins fort que l'Angleterre et c'est moins fort que le Pays de Galles. Donc, je pense qu'il y a bien un match où tu peux vraiment lancer la carrière d'Abadi. C'est là, en plus, ce sera à domicile. Voilà, puis comme tu l'as dit, il y a un problème, c'est la touche. Lui, c'est le spécialiste de la touche. Donc voilà, le problème il est réglé. Et puis je trouve qu'aussi dans la construction d'un match contre l'Italie, c'est logique d'avoir Boudéan qui commence avec de l'agressivité. Physiquement, les Italiens au début, on sait qu'ils jouent avec le cœur, donc c'est là-dessus qu'il faut répondre présent quand on veut construire une victoire contre l'Italie. D'abord, il faut prendre le pas physiquement, il faut être au moins aussi investi qu'eux, parce que eux le seront, c'est sûr et certain. Et ensuite, tu fais rentrer un joueur un peu plus aérien, qui a un peu plus de mains, un peu plus de ballons et qui va profiter du travail de sape qui a pu être fait plus tôt. Donc je pense que quand Galtier pose ses 23 noms sur la feuille et qu'il imagine un peu le scénario du match, on sait que c'est un grand fan des scénarios, je trouve ça assez logique d'avoir cette continuité-là et ce passage de relais entre Boudéan et Abadi. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, on se dirigeait vers un 15 départ qui ressemblera à celui contre l'Écosse. Il ne faut pas s'attendre à énormément de changements. Ceux qui en veulent, en tout cas, il y a eu victoire en Écosse, donc c'est difficile de changer. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne va pas changer le dicton maintenant. Mais voilà, seul Paul Boudéan gagnerait sa place en l'absence de Grégoire Aldrit. Ce serait François Cross en numéro 8 aussi. C'est quand même une donnée importante. C'est lui qui a fini en Écosse. Voilà, on peut penser que Paul Boudéan joue aussi plus 8. Mais quand on joue avec Grégoire Aldrit en club, bon, je joue pas beaucoup 8. Hop là, tranquillement, on se décale. Alors, voilà, C'est clignotant droite. Hop, t'as le niveau pour être titulaire, mais bon, mais plus sans l'aile. 7, quoi. Voilà, c'est pas numéro 8. Merci messieurs, cette émission. Merci à toi. On verra l'annonce de la compo vendredi prochain. Et c'est vrai que je pensais qu'Abadi, il y a un avantage pour le Suisse, c'est que le match est dimanche aussi. C'est quand tu joues le dimanche soir 21h, tu te dis déjà demain repos, je pense. Mardi, si t'as pas pris de coup, ok, mais si t'as pris un petit coup, c'est un peu repos aussi, donc ça va vite après. Si le match est samedi ou vendredi soir, ce serait pire. Mais bon, là c'est dimanche, donc il peut. Il va y avoir un match dans le match aussi entre Roumat et Abadi sur qui fera la meilleure entrée, parce que là. Je suis pas sûr, parce que je pense qu'ils sont pas considérés au même poste par le staff des Bleus. Parce que, oui, tu penses que Roumat c'est le remplaçant de Woki, Abadi il est le remplaçant de toute la troisième ligne. Vraiment, tu penses que Roumat honnêtement, il est pris en deuxième ligne parce que j'ai vu, ce serait Roumat, Tao, Abadi. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets Roumat en 4, Tao en 5 et Abadi tu fais rentrer en troisième ligne. Et Flamand. Si ça se passe bien contre l'Italie, tu peux imaginer sortir un Olivon ou un Cross qui ont beaucoup joué pour éviter une blessure. Tu vois, tu peux, même pendant le match, tu peux au niveau international, c'est un peu compliqué, mais si tu as un pépin, oui, tu peux mettre Roumat en 8, et bon, voilà, ça te donne des possibilités, mais je pense que Roumat est considéré comme un 4. Je pense que Roumat est devenu un peu leur deuxième Woki. Tu vois, Woki qui joue beaucoup troisième ligne à l'époque à Bordeaux, eux, ils l'ont mis numéro 4, et voilà. Par la force des choses, il y est resté, et aujourd'hui, il fait ses matchs à numéro 4. J'entends. Voilà. Merci pour ces explications. J'espère avoir été clair. Merci de nous avoir écoutés, merci à Ashraf en régie. Merci Loïc, merci Yanis aussi qui sont à la rédaction. Voilà, Lisa, encore une fois, on le dit à chaque fois, mais il faut le répéter quand même. Oui. Lisez Rubirama, évidemment. Regardez nos pastilles, jouez à la grande mêlée. Les radiateurs. À la semaine prochaine pour France-Italie. Voilà, et semaine prochaine, week-end de doublon aussi, top 14. Il y aura de l'actu. Voilà, donc live la grande mêlée aussi le samedi matin. Va y avoir des matchs, va y avoir du rugby, mais on va pas se plaindre. Non, on adore ça. C'est pour ça Le rugby, c'est notre vie. On adore ça. Le rugby, c'est notre vie. Ouais, le métier passion. Matin, midi et soir. C'est métier passion surtout. Merci à tous. Ciao, ciao.